Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici, un peu nerveuse, bien entendu. Je vous dirai pourquoi dans quelques secondes. J'ai intitulé ma communication Enseigner le français par la littérature à de jeunes élèves en difficulté. Et je pense que vous allez trouver qu'il y a une assez grande cohérence avec ce que vous a fait comme communication Marcel Goulet. D'ailleurs, c'est à son invitation que je suis ici. Puis avant de plonger dans le vif du sujet, je vais quand même prendre le temps de revenir un petit peu sur ma présentation pour que vous compreniez d'où j'arrive et avec quel bagage je vous parle aujourd'hui. Alors, je suis formée, bien sûr, je suis bachelière en enseignement secondaire. Je suis aussi licenciée en lettres modernes. Puis je vais vous expliquer dans quelques secondes en quoi cette double formation-là a pu avoir une incidence sur mon parcours comme enseignante, sur ma pratique enseignante aussi. Je suis titulaire d'une maîtrise en didactique du français qui portait justement sur l'enseignement de la langue par la littérature, une approche que je vous présente dans quelques secondes. Et c'est une approche qui fait des petits au secondaire depuis quelques années parce que je la présente dans divers panels comme aujourd'hui. Je suis enseignante de français depuis 12 ans maintenant au Centre de services scolaires de la capitale, donc dans la ville de Québec. J'ai enseigné à tous les niveaux, dans plusieurs écoles publiques, dans à peu près tous les programmes, que ce soit des programmes réguliers, programmes particuliers pour élèves plus doués, mais aussi beaucoup dans des parcours pour élèves en difficulté. Et je suis nouvellement permanente à la formation générale aux adultes. En fait, j'enseigne à l'école Boudreau, qui est une école, c'est une formule un peu hybride, c'est-à-dire c'est vraiment une prestation d'enseignement. J'ai des classes de quatrième secondaire, mais qui sont, et je donne un enseignement magistral, là, si vous voulez. Donc, les élèves avancent tous au même rythme. Ce n'est pas un enseignement modulaire comme il se fait dans d'autres écoles de la formation générale aux adultes. C'est vraiment une école secondaire, mais dont les élèves sont des adultes, des élèves de plus de 16 ans qui ont passé l'âge de l'instruction obligatoire et qui n'ont pas terminé leur parcours secondaire dans les temps normaux impartis pour le faire. Ce sont des élèves qui éprouvent des difficultés de divers ordres, souvent très profondes. Ça peut aller, donc j'ai des élèves qui m'arrivent de l'adaptation scolaire, de des filières pour élèves en difficulté, les FMS, formation métier semi-spécialisée. J'ai des élèves qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. J'ai des élèves qui sont des allophones, donc qui sont arrivés tardivement dans leur parcours au Québec, qui n'ont pas eu suffisamment, bon, ils n'ont plus accès à des services de francisation, mais ils en auraient encore grandement besoin. J'ai des élèves, bon, j'ai 100% de TDAH, j'ai des élèves dyslexiques, dysorthographiques. Donc, c'est vraiment des élèves qui sont en grande majorité des problèmes psychosociaux à la tonne. Donc, je travaille avec une clientèle très vulnérable. Puis, une des raisons pour lesquelles je me suis lancée ce défi-là cette année, c'est que je me suis dit justement que c'était le véritable test à faire subir à mon approche littéraire, dont je prétendais qu'elle pouvait s'adresser à tous les élèves sans exception. Alors, je me suis dit, allez, c'est le test ultime. Allons à Boudreau. Et la vérité, c'est que pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Donc, pour vous donner une idée générale, là, la session dernière, c'est un enseignement par session, un peu comme au cégep. Donc, on les voit 3 fois 3 heures par semaine. Donc, on se connaît très bien à la fin d'une session. Mes élèves, donc en quatrième secondaire, on enseigne la nouvelle littéraire. Mes élèves ont lu du Maupassant, du Edgar Poe, du Tchekhov. On est allé lire du Cortázar, on est allé lire du Dino Buzzati, Michel Tremblay. On a lu Des souris et des hommes de Steinbeck et on a terminé la session sur une grande séquence sur l'histoire de la poésie engagée au Québec. Alors, je remonte de Refus global à aujourd'hui. J'appelle ça de Gauvreau à Goudreau, de Refus global jusqu'à vos propres indignations. Et ces jours-ci, puis là, on passe par les Miron, Vigneault et puis Lalonde et Godin. Et je suis ces jours-ci en train de corriger leur production poétique finale. Puis je suis agréablement surprise du sérieux qu'ils y ont mis, puis des belles trouvailles que plusieurs ont fait. Alors, j'essaierai de vous convaincre que c'est possible d'enseigner la littérature à des élèves en difficulté. En terminant, je suis membre active de l'Association québécoise des professeurs de français. Pendant plusieurs années, je me suis contentée là, de participer au congrès annuel où je proposais divers stages, ateliers. C'est dans ce cadre-là que Marcel Goulet a entendu parler de mon travail, mais j'ai joint récemment la section Québec de l'association et j'étais du comité organisateur du dernier congrès annuel qui s'est tenu à Victoriaville en novembre dernier. Tout ça pour dire que je suis très impliquée, active et enthousiaste dans l'enseignement du français, mais que je ne suis pas enseignante au collège, au cégep, d'où mon petit stress quand même aujourd'hui devant vous. Je me présente vraiment avec une grande humilité.
Je suis tout à fait consciente qu'on n'a pas les mêmes objets d'enseignement, tout à fait. Puis mon but, en fait, c'est de vous offrir peut-être un point de vue différent aujourd'hui sur les questions qui vous préoccupent, que ce soit celle de la transition secondaire cégep, que ce soit celle des difficultés inhérentes à l'enseignement de la littérature à des élèves en difficulté. Avec mon éclairage du secondaire, je vais vous présenter mon approche parce que je pense très humblement qu'elle est susceptible de mieux préparer les élèves du secondaire au passage vers le collégial, mais aussi, je pense que dans son esprit, même si elle n'est pas, disons, directement exportable au cégep, je pense que dans son esprit, elle peut vous inspirer certaines pistes d'entrée en littérature. Je pense qu'il y aura des débuts de réponse aussi à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc, des pistes d'entrée en littérature qui pourraient peut-être sortir des ornières. Alors, voilà pour la présentation, je me lance. Je vous l'ai dit, j'ai une double formation en enseignement du français et en lettres. Puis ça, c'est associé chez moi à une double passion, hein, tant pour l'enseignement de la langue que pour la littérature. Puis dès mes premiers pas dans la profession, j'ai cherché désespérément des façons de mettre le texte littéraire au cœur véritablement de mon enseignement, mais sans négliger les autres exigences de l'enseignement du français, d'une langue première, notamment l'enseignement de la grammaire. Et je ne trouvais pas ça évident du tout de faire les choses de façon articulée. Donc, ça m'a mené à la maîtrise en didactique où j'ai conçu un modèle d'articulation de l'enseignement de la langue à l'enseignement de la littérature. Donc, une approche didactique nouvelle, si vous voulez. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je propose d'élaborer des séquences didactiques, donc des séquences de cours qui sont organisées là, de façon un peu téléologique, là, si vous voulez. Donc, des séquences didactiques dans lesquelles c'est une œuvre littéraire qui devient le manuel en classe de français. Donc, ça devient le point de départ et le point d'arrivée de toutes les situations d'apprentissage, qu'elles soient en écriture, en lecture, en grammaire et en communication orale. J'ai élaboré dans ma maîtrise le modèle plus théorique, là, si vous voulez, mais c'était suivi d'une partie pratique ou praxéologique, comme on dit dans le jargon. Les deux séquences, dans le fond, j'ai pris deux œuvres qui étaient inscrites là, de façon traditionnelle dans le corpus scolaire, là, qui avait déjà une longue histoire dans la tradition scolaire, les Fables de La Fontaine pour le premier cycle, L'étranger de Camus pour la 5e secondaire. Puis ce que je voulais montrer, c'est qu'on pouvait travailler avec des œuvres qui étaient déjà installées dans la tradition scolaire, mais simplement de renouveler l'approche de ces œuvres-là pour rendre l'exploitation plus riche. Ces séquences-là sont dans leur intégralité avec toutes les justifications didactiques souhaitées sur le portail pour l'enseignement de la littérature qui est hébergé par la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà parce que c'est quand même une mine assez riche de séquences didactiques, tant pour le secondaire que pour le collégial. Et donc, vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, aller les consulter. J'ai présenté ça en début là, de carrière dans les congrès de la QPF. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner des exemples peut-être plus récents. Je pigeais beaucoup, entre autres, dans ce que j'ai fait l'an dernier en 3e secondaire. Donc, encore plus concrètement, qu'est-ce que je veux dire par enseigner la langue à travers la littérature puis avoir une approche articulée? Je le sais qu'on n'a pas la même responsabilité au cégep qu'au secondaire par rapport à l'enseignement de la grammaire, bien entendu, mais dans une perspective d'augmenter la littératie des élèves, je pense que l'enseignement de la langue, c'est quelque chose qui devrait être vraiment transversal à travers les différents paliers d'enseignement. Et le texte littéraire, au fond, je trouve que c'est une chose qu'on a trop longtemps oubliée dans la formation des élèves, c'est que son matériau, sa substance même, c'est la langue. Donc, il faut s'intéresser je présente toujours la littérature à mes élèves comme un art, puis je leur dis, bien, l'écrivain, c'est un artiste, mais lui, son matériau, c'est pas la pierre, c'est pas les sons, c'est pas la couleur, bien, c'est la langue. Alors, il va travailler la langue de façon artistique, de façon esthétique, dans le but de créer certains effets, puis on va essayer de voir comment tout ça joue à l'intérieur du texte. Alors, c'est une belle occasion, c'est une mine très riche pour observer des manifestations langagières de toutes sortes et j'enseigne la grammaire à travers les textes littéraires. Donc, je propose de procéder à l'observation réfléchie de la langue dans les textes. C'est une proposition du Mortier, mais observation réfléchie de la langue, ça faisait partie des IO françaises il n'y a pas tellement longtemps, là. Donc c'est pas révolutionnaire. Peut-être là où je renouvelle un peu les choses, c'est que je propose d'avoir une double entrée. En fait, quelles manifestations langagières vont nous intéresser dans les textes? Je propose de partir tantôt des caractéristiques génériques des textes que l'on lit, mais aussi des caractéristiques singulières des textes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, au secondaire, la progression des apprentissages, elle n'est pas organisée selon l'histoire littéraire comme au cégep, mais plutôt autour d'une distribution par genre sur les différents niveaux.
Donc, à chaque niveau du secondaire, on a un certain nombre de genres courants ou littéraires à enseigner et on doit donc enseigner les textes qui s'inscrivent dans ce genre-là. Parmi les manifestations langagières qui peuvent nous intéresser, bien, il y en a que le texte en partage avec tous les autres textes du même genre. Donc, en s'intéressant, en analysant, en remarquant, en notant certaines caractéristiques génériques des textes, on montre qu'ils s'inscrivent dans le genre, mais on crée aussi des connaissances qui sont transférables sur tous les autres textes du même genre. Donc, on crée des lecteurs autonomes. Par ailleurs, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que le texte littéraire par rapport au texte courant n'a pas le même rapport à son genre. Tu sais, le texte littéraire, c'est une œuvre d'art. Donc, l'auteur, comme artiste, va toujours chercher à jouer avec les limites du genre. Il y a comme une dimension transgressive à la littérature, puis le texte ne se réduit pas à son genre, loin s'en faut. Donc, il faut aussi s'intéresser aux caractéristiques singulières de ce texte-là, à ce qui fait justement sa singularité, son unicité, à ce qui est le style propre de l'auteur. C'est toujours plus signé, n'est-ce pas, un texte littéraire. Donc, on va s'intéresser aussi à ça, puis ça, c'est une mine extrêmement riche. Donc, tu sais, je vous ai mis un exemple, je suis partie d'une petite fable de La Fontaine que je crois que vous connaissez tous, pour vous montrer un petit peu la différence entre une caractéristique générique et une caractéristique singulière. Donc, la fable, comme genre, présente la caractéristique suivante, qu'elle combine forcément à l'intérieur d'un texte très court une grande variété de séquences textuelles. Donc, en grammaire du texte et du discours au secondaire, on doit enseigner la typologie des textes et les séquences textuelles. Donc, montrer, c'est l'idée qu'un texte n'est jamais d'un seul type, mais qui va combiner diverses séquences. Donc, à l'intérieur d'un texte narratif, je vais trouver des séquences descriptives, des séquences dialogales, etc. Donc, la fable, pour courte qu'elle soit, va forcément combiner plusieurs séquences textuelles. On va trouver une séquence forcément narrative, on va trouver une séquence dialogale, on va trouver parfois quelques courtes séquences descriptives et le tout devrait être intégré à une séquence argumentative si la morale est explicite. Donc, en amenant les élèves à analyser ça dans diverses formes, on leur permet à la fois de s'approprier une connaissance en grammaire du discours qu'ils doivent avoir, mais en même temps à noter une des caractéristiques des fables qu'on leur donne à lire. Par ailleurs, La Fontaine, si je tombe dans les caractéristiques singulières, comme fabuliste par opposition à ses prédécesseurs qui étaient des prosateurs, lui choisit de faire une fable versifiée. La première chose que les élèves notent toujours, puis ça c'est vraiment, c'est dans la littérature, là, je veux dire dans les recherches, on le voit, là, c'est l'inversion stylistique parce que bien sûr, La Fontaine va faire une abondante utilisation de l'inversion stylistique et c'est souvent la première chose que les élèves vont tenter de reproduire dans leur pastiche, dans leurs écrits à la manière d'eux. Donc, on peut étudier comment ça fonctionne, l'inversion stylistique. Ça nous permet de recourir à nos outils en grammaire de la phrase, l'analyse de phrases, comprendre c'est quoi, au fond, une inversion stylistique. On vient bouleverser l'ordre naturel des mots en inversant le noyau et ses expansions. Donc, on affermit nos compétences en analyse de phrases et d'un autre côté, on s'approprie un procédé stylistique qui fait partie des singularités de la fable de La Fontaine. Je vous donne quelques autres exemples qui sont tirés de ce que j'ai fait l'an dernier en troisième secondaire pour vous montrer à quel point c'est une mine riche, surtout celle des singularités des textes. En secondaire 3, dans la foulée du mythe, il faut enseigner le mythe, donc j'enseigne l'Odyssée d'Homère. Et il y a une caractéristique, une singularité très intéressante et qui frappe les élèves dès les premières pages de l'œuvre. C'est ce qu'on appelle traditionnellement les épithètes homériques, donc les compléments du nom propre chez Homère, ça frappe les élèves. Pourquoi il dit toujours Ulysse aux mille ruses, Athéna aux yeux pairs, Poséidon, le maître de la terre, ou Zeus qui porte l'égide? Ben oui, c'est ça. C'est un complément du nom propre, caractéristique du style d'Homère. Et ça nous permet d'aller extraire du texte tous les GN, n'est-ce pas, et d'analyser leurs expansions. Et là, on peut réviser toutes les expansions du GN et se rendre compte que tous les groupes qui peuvent servir d'expansion à l'intérieur d'un GN peuvent aussi servir à composer une épithète homérique. Alors là, ils se font un plaisir ensuite de me composer plein d'épithètes homériques. Là, l'autobus à la carrosserie rutilante, j'en ai eu plein. Là. Alors, il y a ça. On peut aussi augmenter leur répertoire lexical en leur donnant à comprendre, en leur apprenant plein d'expressions françaises, mais qui sont d'origine mythologique, dont ils peuvent maintenant aller retrouver l'origine dans tout ce qu'on a fait comme travail autour de l'Odyssée d'Homère. Donc, ici, j'avais mis là, une pomme de discorde, un cheval de Troie, un cadeau de grec, avoir un talon d'Achille, subir le supplice de Tantale, pousser le rocher de Sisyphe. Donc, c'est toutes des expressions qui peuvent s'approprier, puis dont ils retracent l'origine dans le texte qu'ils lisent, puis ensuite, ils peuvent, encore une fois, les réutiliser dans leur texte.
toujours dans la foulée de l'enseignement du conte maintenant, parce qu'en fait, c'est les récits de tradition orale en troisième secondaire, donc conte, mythe, légende. Dans Le Petit Prince, les élèves, souvent, ce qu'ils me disaient dès le début, ce qui les frappe, c'est le caractère enfantin du texte. Et là, je leur dis, moi, mais qu'est-ce que tu veux dire par caractère enfantin? Bien, c'est simple, OK, va plus loin. Les phrases sont courtes. Alors, c'est souvent ça qu'ils vont me dire. Et je me dis, mais quelle belle occasion d'aller encore une fois utiliser nos connaissances en grammaire de la phrase. Alors, on va analyser grammaticalement les phrases de Saint-Exupéry pour comprendre comment il est construit, ce texte-là, qu'est-ce qui donne cet effet de texte enfantin. Ici, c'est le fameux chapitre là, où il dit au revoir à sa rose. Et on se rend compte qu'effectivement, les phrases sont simples, mais ce n'est pas un mot qui est dit à tort et à travers aussi, ici parce que les phrases, on dit la différence entre phrases graphiques et phrases syntaxiques. Là. Je ne sais pas si on est à la place dans la grammaire nouvelle, mais donc chaque phrase graphique comporte une seule phrase syntaxique. Donc, ce sont des phrases simples, mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'on se rend compte que la majorité des phrases ne comportent que les constituants obligatoires, que sont le sujet et le prédicat, et qu'il y a très peu, finalement, de constituants facultatifs. Alors, vous me voyez peut-être venir, ce qui veut dire que Saint-Exupéry se contente de l'essentiel, même dans sa grammaire. Alors, on veut tracer des ponts entre ce qu'on va constater dans le style, mais dans le sens de l'œuvre qu'on est en train de construire et sa morale. Donc, Saint-Exupéry reste fidèle à sa morale jusque dans son style. C'est beau quand même. Par ailleurs, j'enseigne Le Petit Prince comme un conte philosophique, mais je montre qu'il y a quand même une parenté avec la fable, parce que chacune des rencontres que Le Petit Prince fait est quelque part une allégorie qui est autonome et vraiment construite sur le modèle d'une fable. Donc, on a une courte séquence narrative, une grande séquence dialogale, puis à la fin, Le Petit Prince repart en tirant une morale de ce qu'il vient de vivre dans sa rencontre. Alors, c'est une belle occasion de l'étudier, la construction de la séquence dialogale, caractéristique générique ici, comment ça se construit typographiquement sur une page, quelles sont les règles de ponctuation, les règles aussi syntaxiques, par exemple, relevant de la construction des incises, etc., pour faire en sorte que quand ensuite, dans leur récit, veulent insérer des séquences dialogales, bien, ce soit fait correctement, mais en même temps, on a reconnu une caractéristique qui est typique de ce texte-là. Dans le conte philosophique, j'enseignais aussi Candide. L'année passée, j'avais des élèves un peu moins faibles que cette année-là. Mais puis là, ici, je ne peux pas vous dire que ce qui les a marqués, c'est la simplicité du texte. Au contraire, je leur ai demandé qu'est-ce qui vous frappe dans la lecture. Puis ils me disaient, mais il y a tellement de choses, ça va vite, on perd le fil, il y a tellement d'événements. Dans une phrase, il fait 4 pays. Je dis, oui, bien c'est ça, c'est voulu. Dans le fond, les élèves sont frappés par l'espèce de rythme effréné auquel s'enchaînent les actions. Puis, ils disent, on perd le fil de l'histoire. Donc, je leur expliquais que c'est un effet qui est tout à fait voulu, puis que finalement, c'est que ce sont des bons lecteurs s'ils sont tout perdus parce que Voltaire veut construire cette espèce d'impression de chaos, hein, de présenter le monde comme le plus éloigné possible du meilleur des mondes possibles. Et que finalement, c'est la grammaire, encore une fois, qui va nous, ici, livrer son secret. Donc, comment il fait pour créer cet effet-là, cet effet de rapidité, c'est par l'énumération ou l'accumulation. Puis comment on fait grammaticalement une énumération, une accumulation? Bien, c'est par une série de juxtapositions et de coordination. Donc, on va aller étudier nos mécanismes de jonction de phrases. Il faut voir ça aussi en grammaire de la phrase. On plonge dans la coordination, la juxtaposition, comment on construit ça. Mais les exemples, au lieu de les tirer d'un manuel ou d'un cahier d'exercice, bien, notre manuel, nous, c'est Voltaire maintenant. Donc, on va analyser les phrases de Voltaire, puis on tire toutes sortes de conclusions, à savoir, par exemple, que quand on juxtapose ou qu'on coordonne des éléments, bien, ça doit absolument être des éléments semblables dans leur nature, mais aussi dans leur fonction syntaxique, ce qu'on va vérifier avec nos outils d'analyse de phrases. Je termine avec un dernier exemple. Vous comprendrez que ça me passionne beaucoup. Alors, tirer de la vie devant soi. Là, je demande aux élèves qu'est-ce qui vous frappe dans le discours de Momo. Et puis souvent, ce qu'ils me disent, bien, en fait, ce qu'ils m'ont dit l'année passée, parce que je ne savais pas encore au moment de commencer à lire là, qu'est-ce que j'allais exactement travailler en grammaire. Mais ils me disent, mais il passe toujours du coq à l'âne. Et puis, on dirait que dans une même phrase, il dit 10 choses qui n'ont pas rapport les unes avec les autres. Donc, mais en même temps, ils trouvaient que c'était réussi parce qu'ils trouvaient que ça reproduisait
traduisait bien comme le flux de conscience enfantin, là, où justement on passe d'une idée à l'autre sans transition. Mais il disait, on dirait qu'il y a des parenthèses dans des parenthèses, une idée dans une autre idée. Puis je me disais, mais comment on fait ça pour mettre une idée dans une autre idée? On peut utiliser la subordination. Alors, on est retourné voir notre texte et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'élément stylistique, disons l'élément syntaxique prédominant dans le discours de Momo, c'est la subordination, c'est la façon, c'est le secret là, de Romain Gary pour créer ce flux de conscience-là, de mettre plusieurs subordonnés dans une phrase graphique. Donc, on est allé réviser toute notre théorie sur la subordination à partir du texte de Romain Gary. Donc, tout ça pour vous dire à quel point c'est une mine riche, le texte littéraire, pour étudier la langue et à quel point s'intéresser aux matériaux langagiers du texte lui-même, là, plongé dans la langue, ça peut nous amener à plein de connaissances qui sont utiles, transférables dans la suite. Mais en même temps, j'en reparlerai tantôt, là, ça, ce n'est qu'un aspect de ce que je fais dans mes séquences avec les élèves. Et je ne m'arrête pas aux analyses grammaticales. Il y a un prolongement dans l'écriture, bien entendu. Donc, l'écriture devient un adjuvant pour approfondir, affermir, mais aussi expérimenter les connaissances qu'on est allé chercher. Donc, je propose aux élèves d'adopter la posture de l'auteur dans des écrits à la manière des pastiches, des parodies, des insertions, dans lesquels ils vont réinvestir les procédés qu'on a observés ensemble pour explorer leurs effets. Donc, bien entendu, en début de carrière, je vais faire énormément de pastiches de La Fontaine. Hein, j'étais dans mes études de maîtrise, mais je vous ai passé un petit document avant ma présentation sur le Orlat de Maupassant. Si vous voulez un autre exemple concret, je vous demanderais de prendre la page 6. Une des choses, en lisant à la dernière session avec mes élèves, le Orlat de Maupassant, on se rendait compte qu'il y avait comme une espèce d'alternance de deux atmosphères dans cette nouvelle-là. On alternait entre des espèces de moments de calme, de bonheur, d'émerveillement, quand le narrateur allait bien devant la beauté du paysage, devant la beauté architecturale du Mont-Saint-Michel, etc. Et des moments, lorsque le narrateur est sous l'emprise du Orlat, des moments de panique totale, de panique angoissée. Et là, je leur demandais comment vous pensez qu'il crée ça? Comment ça vous sentez des fois que le narrateur est paniqué ou que parfois, au contraire, il est dans l'émerveillement et le calme? Comment il construit finalement cette atmosphère-là, puis comment il transmet à travers le texte ces sentiments-là. Tu sais, je veux dire, en littérature, on ne peut pas cacher une contrebasse dans le garde-robe pour dire au lecteur, attention, il va arriver quelque chose. Alors, c'est par la langue, absolument, qu'il faut construire ces effets-là. Comment le fait-il? Donc, on a fait une analyse comparative des moments de calme, de bonheur et des moments de panique pour se rendre compte que syntaxiquement et grammaticalement, ce n'est pas du tout les mêmes procédés qui sont employés par Maupassant. Alors, quand on est dans les moments de bonheur, on constate que les phrases graphiques sont extrêmement longues, sont très complexes. J'ai plusieurs phrases syntaxiques par phrase graphique. Pour transmettre le calme, bien, ce sont des phrases déclaratives, donc qui correspondent au modèle de la phrase de base. Je vais avoir énormément de figures de style aussi qui viennent donner comme un souffle, puis transmettre l'émerveillement, etc. Alors que lorsqu'on tourne la page, et qu'on va dans les moments de panique, on se rend compte que le style est complètement différent. Alors, on va avoir des phrases graphiques extrêmement courtes. On va avoir des phrases qui sont extrêmement simples, aussi une seule phrase graphique par phrase syntaxique qui se réduit souvent au constituant obligatoire. On n'a pas le temps de prendre le temps. On est sous le coup de la panique. On va avoir énormément de phrases transformées, donc des phrases impératives, des phrases interrogatives, des phrases exclamatives, des phrases emphatiques aussi, une ponctuation très expressive. Et là, tout à coup, on n'a plus le temps de s'émerveiller, donc exit les figures de style. Il n'en reste qu'une, la répétition, qui est là justement pour transmettre l'espèce de pensée obsessionnelle puis l'incapacité du narrateur à sortir de son idée. Alors, tous les procédés syntaxiques qui sont utilisés concourent à nous faire sentir son anxiété. Alors ensuite, si vous prenez la page 8, je leur propose un pastiche, donc un écrit à la manière de, je les amène dans une situation, d'une mise en situation complètement différente. Je les amène à Haïti, je leur dis, vous faites une belle randonnée dans le pic La Selle et puis là, vous allez vivre un événement un peu paranormal au fait de la montagne. Et là, je prends cette culture-là parce que, bien entendu, on est dans une culture
culture où on croit au vaudou. Alors là, il y a comme toutes sortes de légendes qui circulent. On croit aux esprits, donc votre esprit est un peu gagné là, contaminé, si vous voulez, par ces croyances surnaturelles. Et là, vous allez devoir réinvestir les procédés observés. Donc, vous allez faire une première entrée où vous racontez votre belle journée de marche dans le pic Lacelle, c'est si beau, et là, vous vous émerveillez devant la beauté des paysages. Je projette un diaporama, bien sûr, puis là, je veux vous voir réinvestir les procédés stylistiques qu'on étudie. Mais là, vous allez vivre pendant la nuit un événement apparemment paranormal, vous allez paniquer et dans votre journal le lendemain, vous allez essayer de rendre compte et de votre panique et des hypothèses rationnelles et irrationnelles que vous formulez pour essayer d'expliquer ce que vous avez vécu en réutilisant, bon, la phrase à construction particulière, les phrases transformées, etc., etc., etc. Donc, on fait un écrit à la manière de pour créer le même effet, mais à partir d'une mise en situation différente. Jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de, disons, des analyses peut-être plus approfondies, plus fines que je mène avec les élèves sur les textes, mais c'est loin de se réduire à ça, ce que je fais avec eux autour des textes. Donc, j'essaie d'avoir une approche de la lecture. Pour moi, la lecture, c'est un acte total et j'insiste énormément sur l'importance du sujet lecteur dans mes séquences littéraires. Donc, j'y reviendrai dans quelques secondes, mais je me mets moi-même continuellement en scène comme sujet lecteur. C'est peut-être un début de réponse à ce que vous souleviez comme difficulté tout à l'heure. Donc, je dis aux élèves comment moi je vis, comment moi je fais la réception des textes. Quand je leur donne un texte à lire, je leur dis pourquoi je leur fais lire ce texte-là. Je leur explique l'importance que ce texte-là a pu avoir dans ma vie. J'essaie de vivre avec eux la lecture du texte. Je relis chaque fois les œuvres que je donne à lire, même si ça fait 42 000 fois. Je les relis à chaque fois pour me rappeler ce que ça me fait que de lire cette œuvre-là. Je leur dis à quel personnage je m'identifie, je leur dis quels épisodes, quels passages viennent me chercher, me confrontent, etc. Donc, on essaie de vivre la lecture du texte ensemble aussi. Et donc, je suis toujours dans cette fameuse dialectique, c'est les mots du Fay pour une lecture littéraire, là, dans cette dialectique entre participation et distanciation. Donc, on est parfois, oui, dans la distance, dans l'analyse, mais on ne se prive jamais de la lecture participative. Alors, j'encourage mes élèves à s'identifier à des personnages, j'encourage mes élèves à réagir positivement comme négativement à certains des épisodes qui sont relatés dans les œuvres que l'on lit, à se positionner sur le plan éthique par rapport à ce qui se passe aussi dans l'œuvre, à mettre l'œuvre en écho avec leur vision du monde, avec leur expérience de vie. J'essaie de renouveler les approches de la lecture aussi en classe. Au secondaire, on a longtemps vécu avec le carcan des questionnaires de compréhension, là, comme si c'était la seule façon d'amener un élève à approfondir sa lecture ou même d'aller évaluer la lecture qu'avait faite un élève. Alors, je leur propose, là, je vous donne des exemples de dispositifs didactiques que j'utilise, mais je leur propose des discussions, des débats interprétatifs, des procès de personnages. Ça, il y en a un dans ma séquence sur l'étranger de Camus, puis je sais que j'ai des collègues qui l'ont déjà tenté au cégep avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, des entrevues individuelles. Des fois, je termine mes sessions, mes années scolaires avec ça. Ça remplace tout à fait l'examen final. Des lectures à voix haute. Ça, personnellement, je ne sais pas à quel point c'est pertinent au cégep. Moi, c'est un plaisir dont je ne me priverai jamais au secondaire. J'adore faire la lecture à mes élèves, peu importe l'âge qu'ils ont. Des fois, ils vont m'aider à interpréter des choses. Donc, je vais leur faire la lecture. Parfois, on va faire des lectures collectives. Les élèves peuvent interpréter des personnages. Moi, je fais la narration. On va parfois, j'ai déjà fait des lectures à relais d'une pièce de Molière. Des fois, je leur demande, je me souviens, là, je leur ai lu Le cœur révélateur, là, puis il y avait quelqu'un qui était chargé d'ouvrir d'ouvrir la petite lanterne, puis quelqu'un d'autre qui partait un bruit de battement de cœur. Là, ils étaient tous nerveux de tenir leur rôle, mais je trouve que c'est des choses qui sont vraiment agréables et qui aident surtout les élèves en difficulté à plonger dans l'œuvre parce que là, ça devient comme on théâtralise puis on ritualise la lecture. Des journaux dialogués, Marcel Goulet ne l'a pas nécessairement nommé tantôt, mais ce qu'il appelle son journal de lecteur, moi j'appelle ça avec Monique Lebrun, un journal dialogué, c'est l'idée qu'on invite l'élève à écrire sa lecture, à nous dire tout ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête pendant qu'il lit, toutes les idées qui lui viennent, les liens qu'il peut faire aussi avec les connaissances qu'il a déjà. Et puis, ça nous permet de prendre chaque élève là où il est, là où il se trouve, puis à l'amener à complexifier la lecture en fonction. Ça permet de donner un cours à peu
peu près individualisé à chacun de nos élèves. Puis oui, c'est beaucoup de travail, comme le disait Marcel tout à l'heure. C'est long, des journaux dialogués, mais c'est comme un plaisir, tu sais. Corriger 120 dissertations ou corriger 120 journaux de lecture, moi, je prends ça n'importe quand, là, parce que le plaisir qu'on a à savoir ce qui se passe en eux quand ils lisent, puis à leur poser des questions auxquelles ils vont nous répondre, à les amener à approfondir. Moi, j'ai eu des conversations extrêmement touchantes avec des élèves dans certains journaux de lecture. J'en ai fait un sur La vie devant soi, j'en ai fait un sur L'étranger de Camus aussi. Donc, des cercles de lecture et même parfois, carrément, simplement des réactions subjectives parce qu'au secondaire, il faut enseigner ce qu'on appelle la réaction à l'œuvre. Je vous en ai mis un exemple à la toute fin du document sur le Horla. Je veux les éveiller à la fin de cette séquence-là sur la dimension philosophique du texte qui est extrêmement importante. Je leur fais comprendre qu'une des questions centrales du Horla, tu sais, le narrateur, là, oui, on peut dire qu'il est fou, là, mais on peut aussi réaliser à quel point les questionnements qu'il a, ils sont profonds, ils sont philosophiquement profonds. Donc, l'angoisse qu'il éprouve, ce n'est pas une angoisse fantastique classique, là, il éprouve carrément de l'angoisse existentielle, puis je les ouvre à ça. On part de quelques déclarations fortes à l'intérieur de l'œuvre, puis je fais du pouce là-dessus pour essayer de leur faire, de les ouvrir à ces questionnements-là, puis de leur faire ressentir un moment eux-mêmes l'angoisse existentielle. Et puis après ça, je leur demande de répondre de façon tout à fait libre et subjective. C'est le fun d'utiliser l'écriture libre aussi. Donc, libre et subjective à cette fameuse déclaration là, très célèbre du narrateur du Horla. Là, nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Genre, toi, quand tu lis ça, là, si tu t'ouvres à cette déclaration-là puis tu la laisses te traverser, là, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord? Est-ce que c'est beau? Etc. Donc, des réactions subjectives, c'est une autre possibilité. En gros, à la fin d'une séquence, je veux me dire que ce que j'ai réussi à accomplir, c'est un gros mandat, là, mais c'est à redonner au texte littéraire son plein pouvoir formateur. Donc, j'essaie de garder le cap vers la formation du sujet lecteur et la construction du sens du texte. La première question que je me pose souvent avant de proposer une œuvre à mes élèves, c'est qu'est-ce que je veux leur dire avec ça? Sur quel terrain je veux les amener? Qu'est-ce qu'on va creuser là-dedans? Qu'est-ce que je veux leur faire vivre à travers tout ça? Donc, en favorisant l'investissement subjectif dans l'œuvre, l'attention esthétique, c'est des mots du Mortier, à l'œuvre conçue comme œuvre d'art et les interprétations personnelles. Puis, même si je fais des analyses extrêmement fines, des analyses approfondies qui peuvent avoir l'air parfois rigides, j'essaye à tout prix dans l'ensemble de la séquence d'éviter donc un formalisme justement qui serait trop rigide puis qui pourrait comme appauvrir ou assécher un peu le texte. Là. Et je vais essayer toujours d'éviter d'instrumentaliser le texte. C'est-à-dire le texte n'est jamais un prétexte pour l'enseignement d'une notion narratologique, grammaticale, générique ou autre. Le texte, oui, est en partie un moyen parce qu'on l'utilise pour aller ailleurs, mais il est d'abord et surtout une fin. Et donc, on va toujours essayer de reconnecter, un peu comme je vous l'ai montré dans Le Petit Prince, puis même dans Candide. Donc, on essaie de reconnecter ensuite l'analyse vers la construction du sens global du texte. Je termine avec une grosse question. En terminant, ça va vraiment être mon dernier sujet. Quelles œuvres faut-il enseigner? C'est bien sûr une question qui nous taraude quand on enseigne, à plus forte raison quand on enseigne avec des élèves qui n'ont pas nécessairement une grande culture générale, qui sont réfractaires à la lecture, a priori. Et donc, on sent qu'il faut gagner ces élèves-là. Donc, bien entendu, c'est une question que je me suis toujours posée. Je sais que vous la posez énormément dans la formation générale au cégep est toujours un peu sous le feu croisé des critiques. Puis là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu abandonner la moitié de notre corpus? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous ai expliqué d'où je viens. Je vous ai expliqué que j'enseigne à des élèves qui n'ont pas du tout le bagage pour être devant vous encore en ce moment et que malgré tout, je continue, moi, de façon extrêmement passionnée depuis plusieurs années à défendre sur toutes les tribunes une approche par les classiques. Là, j'ai mis classique entre guillemets parce que je sais le nombre d'acceptions qu'on peut donner à ce terme-là. Mais en fait, moi, c'est une conviction vraiment profonde que j'ai puis qui relève de la conception même là, de mon rôle en tant qu'éducatrice.
Je me repose toujours dans mon enseignement sur une acception patrimoniale de la culture scolaire. Pour ceux qui connaissent, je me réfère ici au grand classique de la pensée éducative de Jean-Claude Forquin, École et culture, dans lequel il dit ceci, que je n'ai jamais oublié, que ce qui justifie fondamentalement et toujours l'entreprise éducative, c'est d'avoir à transmettre et à perpétuer l'expérience humaine conçue comme culture, et donc ce qui, à travers les âges, s'est constitué et cristallisé dans des œuvres mémorables et admirables. Alors, je me dis, c'est quand même ça qui justifie mon travail. Par ailleurs, je suis une grande admiratrice de la pensée de Fernand Dumont. Je suis sensible à la question de l'importance des raisons communes, de la culture commune, de l'idée de créer chez nos élèves, de construire des références culturelles communes, de me rappeler toujours que la culture, elle est distance, mais elle est aussi mémoire, et que les élèves qu'on tente de former doivent être, oui, des critiques, mais aussi des héritiers. J'ai toujours été sensible aussi au parcours de Dumont, pour ceux qui connaissent. Donc, tu sais, dans son récit d'une immigration, Dumont qui venait d'un milieu défavorisé puis qui a toujours considéré que c'était les humanités puis la culture humaniste, finalement, qui l'avait libéré de sa seule culture première. Donc, moi, je suis très sensible à ça. Je me dis, plus on enseigne à des élèves défavorisés, plus on enseigne à des élèves qui viennent de milieux, qui vivent dans une pauvreté culturelle, plus la tâche pour nous, elle est importante que de les ouvrir à cette culture-là. D'ailleurs, c'est une chose que Dufay dit pour une lecture littéraire. Je trouve qu'il l'aborde de façon intéressante parce que très pratique. Il rappelle que ce n'est pas une posture élitiste que de vouloir enseigner les classiques, mais au contraire que c'est une posture progressiste parce que si on veut rendre tous les élèves compétents sur le plan culturel, fonctionnels dans une vie culturelle épanouie, bien, il faut s'assurer que tous les élèves, justement, aient les savoirs incontournables qui leur permettent de déchiffrer le monde culturel contemporain parce que le monde culturel est tissé d'intertextualité. Donc, si on n'a pas les références pour comprendre les œuvres actuelles, on n'est pas capable d'avoir une véritable vie culturelle. Donc, il dit, lui, qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une espèce de grammaire culturelle, un ABC culturel, et qu'il incombe justement aux enseignants d'aller le transmettre aux élèves. Il dit que dans l'enseignement, les classiques qu'on devrait privilégier, c'est ceux qui font l'objet du plus grand nombre de citations, d'allusions, d'adaptations dans le monde contemporain. Alors, ça permet d'avoir des bases à la limite objectives, là, presque statistiques, sur des œuvres qui sont effectivement de facto des incontournables à enseigner. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enseigner la culture vivante ou qu'il ne faut pas enseigner les œuvres actuelles, mais c'est simplement que, justement, il faut enseigner les œuvres actuelles comme le produit d'une longue aventure humaine, d'une longue histoire qui est celle de l'histoire littéraire. Donc, quand j'enseigne la culture vivante des œuvres actuelles, je les mets en écho avec la culture littéraire. Je vous donne un exemple. En deuxième secondaire, il faut enseigner la légende. Alors, moi, bien, je remonte, j'ai bâti une séquence dans une approche ethnologique de la légende québécoise. Donc, on va remonter au 19e siècle, aux premiers collecteurs de légendes, aux Beaugrand ou de Gaspé, etc., qui avaient voulu répondre à la critique de Laure Durham, selon laquelle on était un peuple sans histoire et sans littérature, en disant non, on a une littérature, c'est juste que pour l'instant, elle n'est chorale, alors on va l'écrire si ça vous chante. Et là, on va donc pas utiliser, mais on va plonger dans ces textes-là qui deviennent pour nous des documents d'archives. On va prendre conscience de modes de vie ancestraux. On va aussi visiter tous les grands archétypes qui sont à la base de notre mythologie québécoise. On va découvrir des états de langue aussi plus anciens, parler du français québécois, de l'évolution du langage populaire, etc. Et à la fin de la séquence, je prévois un prolongement sur l'œuvre de Fred Pellerin, qui est une légende parfaitement actuelle, mais là, tout à coup, Fred Pellerin, pour original qu'il soit, apparaît pas à mes élèves comme un excentrique ou une génération spontanée, mais bien comme l'héritier d'une tradition conteuse immémoriale, finalement. Donc, il est connecté avec tout ce qui le précède et on comprend d'où il peut venir. Par ailleurs, il y a Christian Van Lendorp aussi qui le décrit. Je trouve que c'est une autre façon d'aborder de façon objective là, la question du classique. Dans le fond, pour lui, il dit le classique, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre qui a ouvert une voie d'exploration à la littérature, qui a défriché le terrain pour un nouveau genre ou qui a redéfini les contours d'un genre.
Bien, justement, au secondaire, on enseigne par genre. Alors, c'est évident que dans la perspective d'une formation générale, si on doit enseigner un genre, bien, c'est important de donner accès aux élèves aux textes qui sont comme les modèles ou les parangons du genre. Donc, on peut s'entendre de façon objective sur un certain nombre de savoirs incontournables sur le plan générique. Van Dendorf cite par exemple La Fontaine pour la fable, il va citer Simenon pour le récit policier, Miron pour la poésie d'affirmation nationale, il va citer Edgar Poe pour le fantastique. Donc ici, je vous fais juste vous projeter, je ne passerai pas au travers, mais un petit échantillon des genres littéraires qu'il faut enseigner à chacun des niveaux du secondaire. Bien entendu, vous regardez ça, puis il y a déjà des auteurs et des textes qui vous viennent en tête. N'est-ce pas? Alors, pourquoi ils vous viennent en tête? C'est que pour vous, c'est le modèle de ce genre-là. Donc, un texte qui a ouvert une voie d'exploration, bien, c'est évident qu'il faudrait que vous y fassiez une place dans l'enseignement. Tu sais, je donne quelques exemples, mais en première secondaire, avec des élèves en grande difficulté, j'ai eu un plaisir fou pour le récit d'aventure à lire L'île au trésor de Stevenson, par exemple. Dans le récit policier, bien oui, on peut faire lire un récit bizarre, déroutant, complètement contemporain, mais faire lire un bon Agatha Christie ou un bon Conan Doyle, ça fait toujours l'affaire, puis c'est vraiment agréable. Je l'ai fait aussi souvent avec des élèves en difficulté. Par exemple, par rapport au conte, là, tantôt, j'ai parlé plutôt du conte philosophique, mais j'enseigne aussi le conte oral, le conte traditionnel. Là. Puis, Dufay dit que les premiers éléments de la grammaire culturelle, c'est peut-être les fameux contes de la tradition universelle qui sont encore aujourd'hui repris encore et toujours. Je vous ai parlé de ma séquence sur la poésie engagée aussi. Je vous ai parlé de ce que je faisais en nouvelle littéraire. Ce n'est pas pour rien que je vous ai passé un petit document sur Maupassant et Lorla. Trouvez-moi un autre texte modèle pour la nouvelle littéraire. Bien sûr, quand on enseigne les classiques, on rencontre toujours un certain nombre de résistances, et pas que chez nos élèves. C'est sûr que c'est une chose qui peut être apeurante. On peut se demander souvent, est-ce que ce n'est pas des textes qui sont trop perdus pour des lecteurs novices? Est-ce que ce n'est pas des textes qui sont trop éloignés de leur culture et de leurs intérêts? Mais je pourrais vous citer Catherine Tauvron, qui dit dans l'œuvre résistante que si on veut qu'il y ait apprentissage, il faut que l'œuvre oppose une certaine résistance à son lecteur, sans quoi il n'y a pas d'apprentissage. Mais j'ai peut-être quelques pistes ici. Personnellement, là, avec l'expérience que j'ai acquise, puis là, je le dis de façon très, très modeste, mais je veux dire dans le sens que j'ai enseigné vraiment à plusieurs publics d'élèves et vraiment souvent avec des élèves, justement, qui étaient assez réfractaires à la base à la lecture et qui n'avaient pas une grande culture, ni de pratique de lecture personnelle, ni une culture générale extrêmement développée. Et puis, je demeure convaincue qu'il n'y a à peu près pas d'œuvre illisible pour les élèves et que tout dépend, au fond, de l'accompagnement pédagogique qu'on fournit. C'est nous les passeurs. Donc, on ne peut pas dire les élèves ne sont pas bons, ça ne marchera pas. Il faut se dire les élèves sont faibles, qu'est-ce que je peux faire pour les faire entrer en littérature? Donc, la première chose, c'est d'abandonner l'idée de l'opération magique du texte. Se dire que le texte est tellement puissant en soi que son pouvoir formateur va agir magiquement et qu'on n'a rien à faire. Ça, c'est la première chose à laisser tomber. Au secondaire, très longtemps, on a dit aux élèves, ici, ce qu'on fait, c'est sérieux. Là, en classe, on fait de la grammaire. Tiens, lis ça chez vous, on se revoit dans un mois, tu auras un test de lecture. Ben non, ils ne lisaient pas le texte, les élèves. Ça ne leur tentait pas, puis ils n'étaient pas capables de le faire par eux-mêmes, puis il n'y avait personne qui les accompagnait dans le processus de lecture. Alors, l'idée, c'est justement vraiment d'amener le texte en classe et d'accompagner l'élève dans sa lecture. Donc, se mettre soi-même en scène comme sujet lecteur, moi, je trouve que c'est important, c'est fondamental, ça crée du lien aussi, je reviendrai tantôt, mais on montre ce que ça veut, les possibilités aussi de lire un texte littéraire quand on montre que ça nous a traversé, que ça nous a formé, que ça nous a changé. Les élèves disent, bon, ben, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Tiens, je vais l'essayer, ce livre-là. On va segmenter la lecture aussi, donc essayer, surtout si on donne une œuvre plus longue à lire, là, on va essayer de ne pas faire lire l'œuvre d'affilée. Moi, c'est ce que je fais, je segmente la lecture parce que, en fait, l'œuvre, au début, elle est très étrangère pour l'élève, c'est un objet, bon,
non, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc, en faisant lire une petite portion, en prenant une pause, en faisant différentes activités d'anticipation, d'analyse, de discussion, le texte gagne en familiarité. Là, on peut en continuer la lecture. Puis plus on avance comme ça, finalement, dans la lecture, plus le texte nous est familier, puis plus on a levé les problèmes de lecture qui pouvaient faire achoper justement l'expérience de l'élève. Donc, j'aime à dire que quand on a fini un livre, mes élèves sont comme des petits spécialistes là, du livre qu'on a lu. Et là, je pense qu'il manque quelque chose dans le bas, mais il faut faire l'enseignement des références culturelles nécessaires. Tu sais, on ne peut pas juste déplorer le fait que nos élèves manquent de culture générale. Il faut se rappeler que nous non plus, on n'a pas toujours tout su. Et puis, il faut le faire, l'enseignement des références qui sont nécessaires pour comprendre l'œuvre qu'on leur donne à lire. Tu sais, par exemple, avant de plonger dans l'Odyssée d'Homère, là, on en a fait du travail. Là. On lit une œuvre qui a des milliers d'années. Bien, on est allé chercher des connaissances sur la mythologie grecque. C'est quoi la guerre de Troie, etc. C'est quoi un aède? T'sais, il fallait aller chercher un certain nombre de références culturelles. Et là, il manque ma dernière petite puce, mais ça va être en quelque sorte ma conclusion. Là. Je veux souligner l'importance du lien prof-élève. Je sais que vous n'avez pas les mêmes moyens au cégep de développer ce lien-là. Au secondaire, on les voit plus souvent, on les voit sur une plus longue période. C'est un autre contexte. L'école est un milieu de vie. Les élèves y passent tout leur temps. On les voit dans un contexte scolaire et dans un contexte extrascolaire bien souvent. Mais je me rends compte que plus mes élèves sont des élèves en difficulté, plus la question du lien est première et fondamentale. Parce que c'est à partir du moment où les élèves sentent qu'ils sont quelqu'un pour moi, que j'ai confiance dans leur intelligence, que je vais être là, peu importe ce qui arrive, pour les aider à surmonter les difficultés, qu'ils sentent que j'ai vraiment, réellement envie qu'ils se rendent au bout de cette lecture-là, bien, c'est là qu'ils vont accepter de jouer le jeu de la littérature, même s'ils n'étaient pas partants au départ. Donc, trouver des façons que ça soit comme le point de départ, c'est de se présenter soi-même comme sujet lecteur, puis de s'ouvrir aux élèves, créer ce lien-là, entrer en contact avec eux, bien, ça ouvre les portes là, à une collaboration, à une collectivisation de la lecture aussi, puis vraiment au partage. Puis c'est dans ce contexte-là, je pense qu'on peut je dirais, ouvrir la voie vers ce que vous soulignez tantôt. Là, c'est dans ce contexte-là qu'ils vont accepter de s'ouvrir sur leur lecture aussi, puis de plonger dans l'œuvre de façon ouverte et totale. Dans le fond, je voulais juste vous montrer que ça, c'est juste du papier. Hein? C'est pas tout ce qu'on fait autour de l'œuvre. Vous n'avez pas ce qui est dit en classe, le fruit des discussions, les rires qu'on a pu avoir autour de ça. Mais j'ai mis au début un petit plan de la séquence, là, si vous voulez savoir de façon très générale ce qu'on fait dans l'ordre autour du hors-lat Maupassant, puis les petites fonctions que je fais, que ce soit le pastiche ou la réaction, comment je peux aller évaluer ça. Voilà. Alors, je vous donne ça de bon cœur.